communication avec le professeur Pierre Rainville, spécialiste des neurosciences, qui a des intérêts multiples autour en particulier évidemment de la douleur, mais aussi autour de la méditation zen et douleur, douleur et méditation. Il a publié beaucoup d'articles sur ce sujet au Québec. Et donc, les neurosciences et la neuropsychologie. Alors, moi, je n'arrivais pas à rester assis devant vous pendant la prochaine heure. Il faut que je me promène un peu. Le mouvement, c'est ça? Alors, c'est irrépressible, alors il faut que je me promène un peu. Je vous propose une légère modification par rapport au résumé que j'ai fourni dans le programme. D'abord, merci de l'invitation. Merci ici à Isabelle. Ça fait quelques fois que j'ai l'occasion de participer à différentes formations de colloques et c'est toujours un très grand plaisir. Donc, je vous disais, je vous propose une légère modification. Le résumé que j'ai fourni était plutôt axé sur quelques idées plus théoriques et j'ai modifié ça un peu pour aborder plus spécifiquement des données de recherche récentes sur l'effet de la méditation zen, sur l'activité cérébrale pendant la douleur et sur la morphologie du cerveau. En fait, est-ce que le zen modifie la structure même de notre cerveau? Et ça en lien, j'espère, en tout cas, susciter quelques liens, quelques questions qui pourront peut-être être discutées un peu plus tard dans différentes autres sessions cet après-midi et demain, entre autres sur le zen. Le cadre théorique dans lequel on s'inscrit en physiologie de la douleur est relativement simple. On a différentes régions au niveau de la moelle épinière, au niveau donc de la corne dorsale de la moelle épinière, différentes régions qui contiennent des neurones qui reçoivent des afférences sensorielles du corps et qui vont transmettre ces signaux-là vers différents noyaux du thalamus, donc au centre. Et de chacun de ces noyaux-là, il y aura des projections, des neurones qui vont envoyer des efférences vers différentes régions corticales, donc IG pour le cortex insulaire, S1 et S2 pour le cortex somesthésique primaire et secondaire, et CMA dans ce cas-ci pour la région motrice du singulier antérieur, et on le verra un peu plus tard. Donc c'est un modèle relativement simple, mais c'est une anatomie qu'on connaît de mieux en mieux, évidemment chez les mammifères, et y compris le primate. Et évidemment, on pense que ces mêmes systèmes-là sont impliqués dans la douleur chez l'humain. Il y a évidemment d'autres régions, c'est pas simplement le système spino-thalamo-cortical qui est sollicité par des stimulations nociceptives périphériques, mais il y a aussi toute une série de régions au niveau du tronc cérébral. Donc ici, au niveau du cervelet, hypothalamus, l'amygdale, donc toute une série de régions qui reçoivent également le signal nociceptif, mais qui ne sont pas nécessairement impliquées plus spécifiquement dans l'expérience subjective de douleur, mais comme on le verra, qui pourraient être impliquées dans la modulation de cette expérience-là par différents facteurs. Donc le modèle très simple ici d'activation spino-thalamo-corticale induite par un stimulus nociceptif périphérique. Quand on place nos sujets dans un scanner et qu'on applique une douleur nociceptive, donc une stimulation qui peut produire potentiellement un dommage en périphérie, on trouve un patron très très concordant d'une étude à l'autre. Peu importe le type de douleur qu'on applique, on va voir une activation donc du tronc cérébral, du thalamus et des différentes régions corticales dont je vous parlais il y a quelques minutes selon le schéma anatomique. Donc, tout ça, c'est très concordant entre la recherche animale, la physiologie et l'anatomie du système nociceptif et les données de neuroimagerie qu'on trouve chez nous, qu'on obtient chez nous. Donc ici, en fait, c'est la même représentation où on a en différentes vues du cerveau qui nous montrent les activations non seulement du système thalamo-cortical, mais également d'autres régions préfrontales, par exemple, et pariétales, donc vous voyez en haut, qui sont potentiellement impliqués, ou en tout cas qui reçoivent des afférences nociptives, donc le message de la douleur, par d'autres voies que la voie spino-thalamo-corticale, et qui pourraient être en interaction avec le système thalamo-cortical pour produire des modulations de douleur. Donc ici, c'est en fait
une représentation différente de la même idée, c'est-à-dire qu'ici on a fait une méta-analyse où on a compilé l'ensemble des données d'études sur la douleur aiguë pour montrer qu'en fait, ces études-là trouvent un patron très cohérent d'activation cérébrale pendant la douleur aiguë. Ce système-là a été aussi étudié non seulement en faisant la différence entre le nociceptif et le non-nociceptif, ou le douloureux et le non-douloureux, mais également en relation avec la gradation, avec l'intensité de la stimulation nociceptive, ici thermique de 35 degrés à 50 degrés. Et on voit généralement dans chacune de ces régions-là une activation proportionnelle à l'input nociceptif, à l'intensité du signal nociceptif périphérique. Donc évidemment, c'est une démonstration assez simple et relativement banale. On savait déjà dans les études animales que l'activité des neurones de chacune de ces régions-là est proportionnelle à l'influx nociceptif périphérique, aux paramètres physiques de stimulation. Évidemment, ce qui nous intéresse davantage, c'est la relation entre cette activation-là et l'expérience subjective du sujet. Et Cargill a fait une étude, je pense, qui est très, très importante pour la validation du rapport subjectif dans un contexte de douleur. Il a appliqué une stimulation d'intensité constante à 49 degrés. Donc, le même stimulus est appliqué chez tous les sujets. Et donc, vous êtes dans le scan, on vous applique une stimulation à 49 degrés. Certains d'entre vous diront la douleur ici, sur une échelle de douleur, d'intensité de douleur de 0 à 10, la douleur est relativement faible, donc 1, 2, 3 sur 10. D'autres diront que la douleur est modérée, et d'autres diront que la douleur est très forte. Vous voyez la variabilité dans le rapport subjectif de douleur d'un patient à l'autre. Malheureusement, cette variabilité-là est souvent prise comme un signe de manque de fiabilité du rapport verbal, variabilité, c'est subjectif, donc c'est peu utile. Or, ce que Cargill montre dans ces données, c'est que le rapport subjectif des participants est le meilleur prédicteur de l'activité cérébrale, pas seulement dans des régions préfrontales associatives, associées à l'interprétation du signal douloureux, mais bien dans les régions spinothalamo-corticales, ou thalamo-corticales qui reçoivent l'influx nociceptif. Donc, ce rapport subjectif-là est un très bon indice de l'état du système nerveux du patient dans les régions qui reçoivent le signal nociceptif. On a utilisé aussi, dans un contexte de modulation de la douleur, l'hypnose pour voir si certaines de ces régions-là étaient plus spécifiquement associées à l'aspect sensoriel ou affectif de la douleur. On a décrit les suggestions plus spécifiques utilisées dans ces deux contextes-là. Et donc, on a essayé de moduler plutôt l'aspect sensoriel dans une étude et plutôt l'aspect affectif primaire, donc le désagrément intrinsèque de la douleur, pour trouver une modulation très, très claire et une dissociation, pas une dissociation corps-esprit, mais une dissociation entre ces deux dimensions-là de la douleur, en rapport avec leur substrat neurologique plus spécifique, où la modulation de la sensation, vous le voyez en haut, produisait une modulation dans les cortex somesthésiques primaires. Donc, vous voyez ici en haut la bande de cortex où on trouve la représentation de la main. Dans cette étude-là, les sujets plongeaient leur main dans un bac d'eau chaude. Évidemment, la température est gardée constante dans tous les cas, donc l'influx, les paramètres physiques de stimulation sont absolument constants dans toutes ces conditions. On suggère au sujet que l'intensité de la sensation, que le volume du son, on utilisait la métaphore de la radio dans ce cas-là, donc le volume de la sensation était augmenté, ce qui produisait une augmentation de l'activité du cortex somesthésique primaire. Et dans l'autre cas, on suggérait que le sujet pouvait imaginer le volume de la radio qui baisse, et à mesure que le volume baisse, l'intensité de la sensation douloureuse diminue. Dans l'autre étude, on suggérait aux participants qu'ils étaient en mesure de percevoir tout à fait normalement la sensation de douleur, mais que dans un cas, cette sensation-là les dérangerait énormément, et dans l'autre, peu ou pas du tout. Et donc, on voyait une dissociation ici, non seulement entre l'augmentation et la diminution, mais entre l'aspect sensoriel et affectif. Donc, évidemment, cette donnée-là était très importante sur le plan de la compréhension de la neurologie de la douleur, en démontrant donc une dissociation entre les régions qui sont impliquées plus spécifiquement dans l'aspect sensoriel ou affectif, et j'insiste plus spécifiquement parce qu'il y a d'autres études qui montrent, par exemple, que
Il y a un encodage aussi de l'intensité de la douleur dans certaines conditions dans le cortex cingulé antérieur. Et certains ont proposé que le cortex synesthésique pouvait aussi, dans certains contextes, contribuer à l'aspect affectif. Donc, il ne faut pas voir ça comme une dissociation stricte, une localisation fonctionnelle stricte, mais bien comme une contribution prépondérante d'une partie du système à l'aspect affectif et de l'autre à l'aspect plus sensoriel. Évidemment, l'autre élément, la contribution de ce travail-là, c'était aussi de démontrer que l'hypnose pouvait agir sur des systèmes neurologiques que l'on sait par ailleurs impliqués directement dans le traitement d'informations nociceptives. Donc, on n'agit pas simplement en aval des processus douloureux, on agit directement sur les processus nociceptifs qui sous-tendent l'expérience subjective de la douleur. Et d'une façon assez spécifique, comme vous le voyez, selon le type de suggestion qu'on utilise. Donc, alors que la pharmacologie agit d'une façon un peu plus diffuse sur l'ensemble du système nociceptif, évidemment selon la classe de drogue qu'on va utiliser, l'hypnose peut agir d'une façon relativement spécifique sur des sous-systèmes neurologiques selon le type de suggestion précise qu'on utilise. Le modèle, évidemment, qu'on va appliquer par la suite, ou la grille d'analyse, va chercher à comprendre les mécanismes en jeu dans le déclenchement de l'effet analgésique. Parce qu'ici, on voit présumément les conséquences de l'effet analgésique, mais qu'est-ce qui a été induit, comment l'induction et comment les suggestions ont produit l'effet analgésique. Ici, on voit une activation dans les régions préfrontales et dans l'étude de Frémontville en 2003, elle montre également une activation du tronc cérébral. Alors, quand on fait de la physiologie de la douleur et qu'on voit une activation du tronc cérébral, on devient très très excité, on dit « Ah voilà, je démontre une activation des voies de contrôle descendant de la douleur. » Et donc tout ça, ça évoque la théorie de Melzack, le fameux portillon. On active des voies descendantes qui vont agir, ici dans le cas du placebo, donc le tronc cérébral, qui vont agir jusqu'au niveau de la moelle épinière, présumément. Donc, qui vont déclencher les processus analgésiques du cerveau vers la moelle épinière. Le problème ici, c'est qu'on a très peu d'études qui, effectivement, montrent qu'il y a une modulation même au niveau spinal. Là, c'est un problème. Évidemment, c'est pas un problème parce qu'on montre quand même de façon assez claire une modulation des systèmes nociceptifs au niveau du cerveau, mais l'inférence supplémentaire, le pas de plus qu'on veut souvent faire dans ces études-là, qui suggère qu'on active les mécanismes cérébrospinaux de régulation, et pas suffisamment appuyé sur des données expérimentales parce qu'on a très peu d'études qui prennent les mesures spinales également. En fait, qui prennent les mesures spinales en même temps qu'elles prennent les mesures d'activation cérébrale. Néanmoins, il y a beaucoup d'études avant l'imagerie cérébrale qui montrent que l'hypnoanalgésie peut produire des effets somatiques tout à fait robustes. Ici, une étude sur le réflexe R3, donc c'est un réflexe spinal, un réflexe de retrait. Si j'ai une stimulation nociceptive au niveau du pied, je fais une flexion de la jambe, une flexion réflexe, et une extension de la jambe contralatérale. Et cette réponse-là ici, donc, d'analgésie, donc le réflexe est diminué en amplitude sous hypnoanalgésie, et cette diminution-là du réflexe prédit sur l'axe des Y l'analgésie rapportée dans l'expérience subjective du participant telle qu'évaluée par des échelles standardisées. Donc, il y a toute une liste d'études qui démontrent que l'activité physiologique au niveau spinal et au niveau somatique peut être modifiée par ces approches. Donc, évidemment, on peut ajouter toutes les réponses du système nerveux autonome. La réponse la plus classique, c'est l'augmentation du rythme cardiaque pendant la douleur aiguë, qui est diminuée sous hypnoanalgésie. Donc, on module à la fois l'activité cérébrale, ça a des répercussions au niveau spinal, ça a des répercussions sur le corps qui sont tout à fait indéniables, je pense. Et finalement, le modèle sur lequel on s'appuie pour expliquer cette modulation-là, c'est une activation des régions préfrontales, des systèmes exécutifs du cerveau, qui déclencheraient des mécanismes inhibiteurs au niveau thalamocortical, au niveau du tronc cérébral et finalement au niveau de la moelle épinière. Donc ça, c'est le modèle dans lequel on s'inscrit
et qui est tout à fait compatible avec les différents modèles de régulation des émotions. Régulation des émotions, on pense suppression, on pense réinterprétation, ce qui aura des conséquences positives sur les systèmes au niveau du diencéphale comme l'amygdale, l'hypothalamus, le tronc cérébral et, ultimement, les réponses somatiques. On est parti de cette idée-là, de ce modèle-là de régulation, d'autorégulation par les fonctions exécutives, pour aborder la question du zen. En fait, on est parti avec une idée beaucoup plus large d'examen, d'investigation des mécanismes en jeu dans la méditation. Mais on s'est dit, dès qu'on a commencé à fouiller un peu le domaine, on a réalisé très rapidement qu'il y avait toute une variété de pratiques méditatives et qu'on avait avantage à cibler l'une d'elles. Et dans les participants qu'on a recrutés, celle qui semblait être la plus commune entre eux, c'était la pratique de la méditation pleine conscience, mindfulness, chez les méditants zen. Alors, c'est le travail de thèse de Joshua Grant qui maintenant poursuit son travail chez Tanya Senior, donc il va poursuivre dans cette même lignée-là en examinant maintenant les aspects sociaux et neurosciences sociales de méditation. Donc, on a d'abord fouillé un peu cette littérature-là pour réaliser qu'évidemment, il y a deux grandes classes de pratiques méditatives et certaines, évidemment, vont utiliser ces deux aspects-là. Donc, où on peut d'abord se concentrer et porter une attention soutenue à un seul objet. Donc, tout le reste est considéré distraction. Et quand on est distrait, notre tâche est simplement de ramener notre attention vers la cible. Dans la méditation dite plutôt réceptive, l'attention est soutenue, mais pas nécessairement focalisée sur un objet. Dans la méditation pleine conscience, l'objectif n'est pas de filtrer, de bloquer toutes les interférences, mais plutôt d'être témoin, d'être présent à toutes les expériences qui surviennent, sans nécessairement s'attacher, sans nécessairement interpréter cette expérience-là. Donc, rien de distraction dans ce contexte-là. Dans la tradition bouddhiste, donc, le focus peut être initialement dans la respiration, les mains, les pieds. Là, en fait, ça me permet un lien avec ce que Isabelle Célestin vous présentait ce matin. Il ne faut pas non plus voir la pratique méditative comme un état fixe et stable, mais plutôt comme un processus dynamique où on utilisera à certains moments l'attention focalisée et pour arriver à atteindre un état plutôt non conceptuel, sans élaboration, détaché, d'observation passive, où plus rien n'est distraction, et donc évidemment de présence aux expériences sensorielles, donc vécues au moment présent. Dans les modèles cognitifs, de la psychologie cognitive, l'interprétation est généralement considérée comme irrépressible. Le fameux Stroop, la tâche du Stroop, où le sujet voit des mots qui représentent des couleurs et doit nommer la couleur de l'encre et non pas lire le mot, c'est quelque chose qui le sens du mot produit une interférence sur la lecture, sur l'identification de la couleur. Et ça reflète donc le phénomène irrépressible d'interprétation du sens des mots. Donc, cet état-là, ou ce processus-là de la méditation zen, présente certaines, incohérences avec les notions ici de la psychologie cognitive, où ce phénomène-là d'interprétation serait irrépressible. Donc, on a sollicité nos participants, donc des méditants zen qui avaient au moins 1000 heures de pratique. C'est comme les permis pour voler en solo. Et on leur a appliqué tout simplement des stimulations thermiques qui étaient ajustées individuellement pour produire une douleur modérée. Donc, comme dans notre modèle expérimental sur l'hypnose, on voulait s'assurer qu'on produisait le même niveau subjectif de douleur au départ, et ensuite on regarderait les modifications de cette réponse-là, d'abord entre les individus et ensuite dans différentes conditions. Donc, on trouve la température qui va produire une douleur dite modérée, telle qu'elle est rapportée par le sujet. Et ensuite, on va comparer les activations cérébrales produites par cette stimulation.
et évidemment comparer les groupes. On a ensuite fait des analyses morphométriques, donc on a examiné la morphologie du cerveau avec comme hypothèse qu'il y aurait peut-être des différences entre les médicaments et les contrôles, et évidemment en espérant que ces différences-là soient corrélées au moins avec les différences qu'on anticipait dans l'expérience de la douleur. Alors notre modèle de modulation hypnotique de la douleur s'appuyait sur cette distinction-là entre l'aspect sensoriel et affectif. Évidemment, quand on regarde la littérature clinique, entre autres de Kabat-Zinn avec le fameux programme Mindfulness-Based Stress Reduction, donc le contrôle du stress par un traitement, par un protocole de pleine conscience. En fait, les études cliniques, quand on les lit attentivement, sont assez décevantes au final. C'est-à-dire qu'en général, les patients rapportent effectivement une diminution du retentissement affectif, mais quand on leur demande d'évaluer l'intensité de leur douleur, il y a très peu de changements. Donc les patients ont toujours mal, mais ça les dérange moins. Ce que vous trouvez dans beaucoup d'approches non pharmacologiques, quand on regarde la qualité de vie des patients, les patients disent oui, je me sens mieux, puis quand on leur demande d'évaluer leur douleur, la douleur a très peu changé, en tout cas à long terme. Donc, on s'est dit, bon, à partir de ces informations-là, on peut penser que la méditation pleine conscience agirait essentiellement sur l'aspect affectif primaire, donc le désagrément de la douleur, mais qu'il n'y aurait pas nécessairement d'impact sur l'aspect sensoriel. Or, quand on a demandé à nos sujets d'évaluer une série de stimulations pour trouver celle qui produirait une douleur modérée chez tous nos participants, on a trouvé que pour les méditants zen expérimentés, il fallait aller jusqu'à peu près 50 degrés, alors que pour les contrôles, à 48 degrés, on arrivait avec une douleur modérée. Cette différence-là de 2 degrés peut sembler assez faible, assez petite, mais en réalité, des sujets contrôles, quand on arrive à 49 ou 50 degrés, on approche le seuil de tolérance. On a des sujets zen qui montaient jusqu'à 52, 53. En fait, on n'est pas allé plus à des températures plus hautes que 53, parce qu'il y a un risque de commencer à produire des dommages au tissu, de faire une brûlure. Alors, évidemment, on ne peut pas brûler nos sujets, mais ces gens-là pouvaient tolérer donc des stimulations qui étaient beaucoup plus intenses que nos sujets contrôles. Donc, première déception, en fait, ça n'en était pas une. On ne trouve pas une différence uniquement dans l'aspect affectif, mais il semble y avoir une différence même au niveau de la dimension sensorielle, du moins telle que rapportée par les sujets. Alors maintenant, on s'est dit, bon, on a cette différence-là, ces sujets-là ont été testés, les données que je vous présente, c'est en dehors d'un état de méditation. On n'a pas demandé aux sujets de méditer pendant cette expérience-ci, on a simplement examiné leur sensibilité à la douleur. La même chose ici, les données que je vous présente en neuroimagerie, ce ne sont pas des données obtenues pendant une méditation active, mais c'est simplement notre niveau contrôle de base sans méditation. Et vous voyez que, en fait, je vous guide un petit peu dans les jambes pour mieux comprendre les résultats. Donc, en orange, vous avez des régions qui sont plus actives chez les méditants que les contrôles. Et en bleu, vous avez des régions qui sont plus actives chez les contrôles que chez les méditants, pendant qu'on applique une stimulation thermique douloureuse. Donc, vous voyez plusieurs régions, entre autres le cortex cingulé antérieur à gauche complètement, le thalamus et le cortex de l'insula au centre. Donc, des régions qui reçoivent le signal nociceptif de la moléculaire par le thalamus et donc qui sont vraisemblablement impliquées dans l'aspect nociceptif. Quand on regarde l'activation dans le temps, on voit donc la barre blanche ici qui représente l'activation du stimulus. La mesure qu'on prend au niveau cérébral est une mesure hémodynamique, donc c'est la réaction vasculaire à l'activation neurale. Et cette réaction-là prend un certain temps à survenir. Donc, si vous prenez le premier cas ici, vous voyez la stimulation est appliquée et après quelques secondes, on voit l'augmentation du débit sanguin, ici dans ce cas-ci, dans le cortex cingulé antérieur. La différence qu'on voit ici, c'est la différence entre l'application d'une stimulation douloureuse ou non douloureuse. Et donc, vous voyez que l'activité évoquée par la douleur est plus grande que l'activité évoquée par une stimulation non douloureuse. La différence qu'on voit dans l'image reflète le fait que l'activation produite par la stimulation douloureuse par rapport à la condition non douloureuse est plus grande, donc cet écart-là est plus grand chez les médicaments que chez les contrôles. Et donc le graphique ici résume simplement cette différence-là et reflète spécifiquement l'activité,
le nuage d'activation qu'on voit dans le cortex singulier. On trouve la même chose au niveau du thalamus, donc vous voyez une activation proportionnellement plus forte pendant la douleur chez les méditants que les contrôles. Par contre, vous voyez deux autres régions ici au niveau des cortex préfrontaux, où à gauche, vous voyez une absence de réponse chez les méditants, où vous voyez des courbes temporelles de la réponse ici. En fait, est à peu près plat, hein? Il n'y a à peu près pas de réponse à la stimulation douloureuse en rouge ou à la stimulation non douloureuse en bleu, alors que chez les contrôles, on voit une très forte réponse à la stimulation douloureuse et à peu près pas de réponse à la stimulation non douloureuse. Donc la stimulation douloureuse en rouge et la stimulation non douloureuse en bleu. Donc cette région-là est une région qui s'active uniquement chez nos sujets contrôles et pas du tout active chez les méditants. À droite, vous voyez une autre région préfrontale plus près des régions orbitofrontales où on a une diminution de l'activité pendant la douleur chez les méditants. Donc, vous voyez la ligne rouge ici qui diminue par rapport à la condition non douloureuse, alors que les contrôles présentent une augmentation pendant la douleur et une diminution pendant la stimulation non douloureuse. Donc, on a complètement ici un patron complètement inversé d'activation dynamique de ces régions-là chez nos deux groupes. Vous voyez aussi à droite complètement des activations au niveau de l'amygdale qui présentent le même patron. Donc, en résumé, on a deux patrons généraux différents. Un qui reflète une activation plus forte chez les méditants et un autre, une activation plus forte chez les contrôles. Des régions comme le cortex somesthésique secondaire, donc qui présentent une réponse plus forte chez les méditants, et on a toute une série de structures ici qui sont toutes des structures jusqu'au cortex singulier, donc ACC. Donc, toutes ces structures-là sont des structures qui sont récipiendaires du message nociceptif qui arrive de la moelle épinière. À droite, des régions qui sont plus activées chez les contrôles ou moins activées chez les méditants. Par exemple, au niveau du cortex préfrontal médian, on a une diminution d'activité chez les méditants, alors que les contrôles présentent à peu près pas d'activité, d'activation. D'autres régions qui présentent un patron encore similaire ici, donc au niveau orbitofrontal, et d'autres régions encore, même chose au niveau de l'amygdale, et finalement d'autres régions qui présentent un patron différent, où il y a une activité chez les contrôles et pas du tout d'activité chez les méditants. En plus, on a examiné non seulement l'activation, le niveau d'activité produit, mais également la relation entre les activations de différentes régions. Ce qu'on appelle une analyse de connectivité fonctionnelle. Donc, est-ce que l'activité du cortex singulier qu'on observe en réponse à la douleur est corrélée ou non avec les régions préfrontales? Et on trouve que la corrélation, en fait, disparaît chez les méditants. Donc, vous voyez sur l'axe des X la connectivité. Donc, la connectivité est positive de façon générale chez les contrôles en noir. Et vous voyez qu'il y a une corrélation négative. Donc, il y a une diminution de cette connectivité-là chez les méditants. Et cette diminution-là de la connectivité ou de la corrélation, de la coactivation entre les deux structures prédit la diminution de la sensibilité des méditants. Donc, sur l'axe des Y, on a la sensibilité à la douleur avec des valeurs plus élevées qui correspondent à une moins grande sensibilité à la douleur. Donc, quand on diminue la communication entre des régions comme le singulier qui reçoivent le signal nociceptif et les régions préfrontales, on voit notre sensibilité, notre tolérance, disons, à la douleur augmenter. Cette région-là, au niveau préfrontal, donc à gauche, c'est le même résultat, donc avec l'activation singulière en orange et disons, déactivation préfrontale. On retrouve ces mêmes régions-là impliquées dans d'autres conditions expérimentales. Ici, une étude sur la mémoire. Cette étude-là n'a rien à voir avec la méditation, on a fait ça bien avant. C'est une étude sérieuse ici, neurosciences cognitives le plus propre possible, où on appliquait deux stimulations nociceptives de quelques secondes, exactement le même type de stimulation que dans l'étude sur la méditation. Stimulation thermique, quelques secondes,
On demande au sujet d'encoder l'information douloureuse, la sensation douloureuse, la maintenir en mémoire pendant quelques secondes, et on va donner une deuxième stimulation que le sujet aura à encoder encore une fois et à comparer. Donc, il devra faire une comparaison, une discrimination différée de l'intensité de la douleur. L'intérêt de cette tâche-là, c'est qu'elle nous permet de montrer les régions qui sont impliquées dans la mémoire de la douleur, la mémoire à très court terme. On s'entend ici, on parle de quelques secondes. Et ce qu'on trouve, c'est non seulement l'activation des régions impliquées dans la douleur pendant l'intervalle mnésique, mais également l'activation des régions préfrontales, que l'on sait par ailleurs impliquées dans la mémoire de travail, dans toute cette fonction-là de maintenir présente à l'esprit des expériences subjectives ou des sensations, dans ce cas-ci, douloureuses. Donc, ces régions-là, on sait qu'elles sont impliquées dans la mémoire de travail. On montrait ici que dans un contexte de mémoire de la douleur, mémoire à très court terme, on trouvait le même patron d'activation. Or, on voit exactement le patron inverse dans la méditation zen, en fait, chez les méditants zen, je devrais dire, où ces régions-là, impliquées dans la douleur et la mémoire de la douleur, au niveau préfrontal, sont moins actives. Je laisse en suspens la conclusion assez évidente. Donc, des stimuli plus intenses, mais produisant une douleur comparable chez nos méditants, produisent une forte activation des régions qui sont associées à l'expérience douloureuse, les cibles corticales de la voie spinothalamo-corticale. La fonction de monitoring en ligne, parce qu'il faut savoir que le cortex singulier n'est pas uniquement récipiendaire d'informations nociceptives, il n'est pas uniquement impliqué dans la douleur, mais c'est impliqué aussi dans la détection d'événements saillants dans notre environnement. Et dans le monitoring en ligne, par exemple, de notre propre performance. Donc, il y a une fonction également de monitoring de ce qui se passe au moment présent dans le cortex singulier antérieur et qui s'appliquerait à différents contextes, pas seulement à la douleur. Et les méditants présentent également moins d'activation dans des régions associées à l'évaluation, donc les régions préfrontales médianes, la peur, comme l'amygdale. Évidemment, on peut élaborer sur les fonctions de l'amygdale, ce n'est pas uniquement la peur, mais du moins le retentissement affectif, disons, de la stimulation nociceptive, et impliqué dans la mémoire de travail et également les attentes. Évidemment, les attentes, c'est la mémoire du futur. Les attentes, c'est de se représenter ce qui surviendra dans l'avenir. Donc, le fait de voir un rôle à la fois dans la mémoire de travail et dans le déclenchement des attentes au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral, c'est pas surprenant. Donc ici, on revient à notre modèle de départ, activation par une stimulation nociceptive, plus d'activation thalamo-corticale chez les méditants zen. Modèle classique, modulation psychologique de la douleur, ne s'applique pas. Vraisemblablement, ici, s'il y a quelque chose de différent chez les méditants zen et nos contrôles, ce n'est pas une plus grande activité préfrontale, c'est plutôt une moins grande activité préfrontale, voire une déactivation de certaines régions comme le cortex orbitofrontal. Donc, il y a un désengagement de certaines structures préfrontales et de l'amygdale, et un découplage fonctionnel entre des régions qui reçoivent le signal nociceptif et des régions associatives impliquées dans l'interprétation du signal douloureux et dans sa modulation. Donc, dans un contexte de modulation cognitive, on s'attend à avoir une activation qui produit l'analgésie. Ici, on voit une diminution d'activité. Est-ce que ça ressemble à l'autorégulation, la suppression, la réinterprétation, le coping? En fait, pas du tout. Notre modèle initial, nos hypothèses étaient fondées sur les modèles neurocognitifs de régulation des émotions. Or, nos résultats ne collent pas du tout avec ces différentes études-là. En fait, on trouve un patron d'activation qui ressemble plutôt à de l'anti-coping, ou une suspension des processus préfrontaux exécutifs d'autorégulation. Est-ce que c'est ça le zen, simplement suspendre momentanément les processus d'interprétation? Donc, évidemment, ça nous oblige également à réviser nos hypothèses de départ. On avait tort ici aussi. On pensait qu'on modulerait essentiellement l'aspect affectif primaire chez les zen. Or, on trouve une modulation de l'aspect sensoriel et de l'aspect affectif.
Mais essentiellement, les patrons d'activation suggèrent qu'il y a une diminution d'investissement cognitif, disons, dans les aspects affectifs secondaires, disons, les associations, la mémoire, l'élimination associée à l'expérience douloureuse. Et c'est cette modulation-là ici, à la baisse, a des effets bénéfiques sur l'aspect sensoriel et affectif, et ça, on l'a montré dans d'autres études, dans un contexte de modulation des émotions, des interprétations secondaires du message nociceptif. On sait qu'en atténuant ces réponses-là ici au niveau plutôt des fonctions supérieures, on peut avoir un effet bénéfique analgésique sur les aspects fondamentaux de l'expérience douloureuse. Donc, il semble ici y avoir un patron d'activation, un patron de résultat qui suggère une façon différente de gérer. En fait, on ne peut pas même dire gérer la douleur parce qu'il y a une absence de gestion exécutive de la douleur selon nos résultats. Il faut que je vous cite ici une étude toute récente qui a été publiée il y a quelques mois par l'équipe de Bob Coggill aussi aux États-Unis, de Zaidan, qui est le premier auteur, où ils ont pris cette fois-ci des novices. Ils ont pris l'approche clinique la plus directe. On prend des sujets qui ne sont pas entraînés, on vérifie si on peut améliorer leur capacité de tolérer la douleur après quelques jours, ici 4 jours d'entraînement à la méditation pleine conscience. Alors évidemment, il faut déjà voir la différence par rapport à notre propre étude où nos sujets étaient très différents. Ici, les sujets ont rapporté, après simplement 4 jours d'entraînement, une diminution de l'intensité du désagrément de la douleur après l'entraînement, pendant la méditation toutefois. Donc, les sujets ne présentaient pas nécessairement une diminution de leur sensibilité générale à la douleur, mais quand ils se mettaient dans cet état méditatif qu'ils venaient tout juste d'apprendre et pratiquer pendant quelques jours, ils rapportaient effectivement une diminution de la douleur. Bon, ici, je vous mets une partie du résumé, je vous le lis rapidement, c'est en anglais. Donc, meditation-induced reductions in pain intensity ratings were associated with increased activity in the anterior cingulate cortex and anterior insula, areas involved in the cognitive regulation of nociceptive processing. Alors déjà, ici, ils ont une modulation de l'activité, ici à la hausse, comme ce qu'on avait dans nos données, donc une augmentation de l'activité dans ce cas-ci pendant la méditation, qu'ils interprètent comme une augmentation de la régulation cognitive de la douleur. Je continue. Reductions in pain unpleasantness ratings were associated with orbitofrontal cortex activation, encore une fois une augmentation de l'activité préfrontale, an area implicated in reframing the contextual evaluation of sensory events. Reframing. Ici, on est encore dans un modèle de réinterprétation cognitive de l'expérience sensorielle, donc pas du tout collée ou pas du tout concordante avec nos propres résultats avec les méditants expérimentés. Et finalement, reductions in pain unpleasantness also were associated with dynamic deactivation, which may reflect a limbic gating mechanism involved in monitoring interactions between afferent input and executive brain area. Encore une fois, on est dans un modèle actif de filtrage, de blocage, de gating des informations sensorielles. Donc, on se place dans ce cas-ci tout à fait dans le modèle classique de régulation cognitive de la douleur par des voies de contrôle descendantes qui vont agir au niveau du thalamus. Donc ici, tout le résultat semble indiquer, oui, la plupart de leurs résultats, je vais dire, semblent indiquer plutôt une modulation cognitive classique, je dirais, de l'activité douloureuse par un entraînement à très court terme. Donc, évidemment, vous n'enverrez pas vos patients faire 1000 heures de méditation mindfulness pour soulager un peu leur douleur. En fait, vous pouvez. Mais dans un contexte clinique réaliste, donc quelques jours d'entraînement, il y a certainement des bénéfices. Est-ce que les bénéfices s'expliquent par les mêmes phénomènes que ceux qu'on observe chez les zen, les méditants zen expérimentés? Vraisemblablement pas. Donc, ça suggère qu'il y a différents mécanismes en jeu dans l'effet de la méditation zen sur la douleur.
La dernière question que je vais aborder avec vous, c'est finalement la modification, l'hypothèse d'une modification structurelle du cerveau par la pratique de la méditation. Et donc, on a simplement pris les scans anatomiques de nos sujets et on a comparé ces images-là aux scans anatomiques de nos sujets contrôle pour vérifier s'il y avait des régions qui présentaient des différences, par exemple, dans l'épaisseur corticale. Évidemment, la question secondaire, c'était de voir si ces différences-là pouvaient être au moins associées, voire peut-être expliquer les différences dans la perception de la douleur. Les précédents, évidemment, au niveau de l'activation, au niveau de l'épaisseur corticale, il y a toute une série d'études depuis une dizaine d'années qui s'est penchée sur des différences morphologiques au niveau du cerveau chez l'humain. Et on voit que, par exemple, l'âge s'accompagne d'un amincissement du cortex cérébral, malheureusement. Les maladies dégénératives, bien évidemment, en général, s'accompagnent d'un investissement cortical. Et on a trouvé dans toute une série d'études sur la douleur chronique que les patients qui présentent une douleur chronique voient leur cortex cérébral dans différentes régions s'amincir. Et dans certains cas, on a même fait un lien corrélationnel entre la durée de la douleur chronique et l'état d'amincissement cortical. Je vous montrerai quelques données là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que le cortex cérébral peut également s'épaissir dans différents contextes d'apprentissage. La première étude très élégante qui a montré ça a entraîné les sujets à jongler pendant quelques jours, une semaine ou quelques semaines. Donc, ce n'est pas un apprentissage intensif, hein, on fait 8 heures de jonglerie par jour, mais un apprentissage comme celui que vos enfants font peut-être s'ils apprennent un instrument de musique. Donc, quelques heures par jour ou par semaine. Et on trouve donc dans cette étude-là une augmentation de l'épaisseur du cortex cérébral, non pas dans les zones motrices, mais dans les zones visuelles qui sont sensibles au mouvement. Alors, ça fait du sens que pour apprendre à jongler, il faut raffiner notre perception du mouvement pour évidemment réagir rapidement sur le plan mental. Donc, évidemment, il y a toute une liste d'études depuis qui montrent que différents contextes d'apprentissage vont produire des changements au niveau de l'épaisseur corticale, des changements à la hausse au niveau de l'action. Chez les méditants, on a trouvé effectivement des différences. On s'est intéressé d'abord aux régions que l'on sait activées par des stimulations nociceptives douloureuses. Et donc, vous voyez à gauche le cortex cingulé antérieur, à droite le cortex synesthésique secondaire. Et le graphique à gauche donc, montre l'épaisseur corticale en millimètres chez les méditants par rapport au contrôle, donc dans des zones qui reçoivent l'influx nociceptif. Non seulement ces zones-là sont plus épaisses, mais l'épaisseur corticale dans ces régions-là prédit la moindre sensibilité à la douleur des méditants. Donc, sur l'axe des X, vous avez le niveau de douleur requis pour produire une douleur modérée chez les participants, et sur l'axe des Y, l'épaisseur corticale dans différentes régions. Donc, vous voyez cette relation-là qui suggère une association peut-être causale. Évidemment, on n'a pas de mesure ici, c'est une étude transversale, donc on n'a pas tous les éléments sur le plan méthodologique pour faire des inférences très, très strictes sur le plan causal. Non seulement il y a une relation avec la moindre sensibilité à la douleur, mais en plus on a trouvé une relation avec le nombre d'heures de la pratique. Donc à gauche, en heures estimées, bien évidemment, c'est une évaluation rétrospective en fonction des habitudes de pratique des participants, et à droite, le nombre d'années, et donc les différentes coupes de cerveau montrent différentes régions dont l'épaisseur est proportionnelle à l'investissement, disons, dans la pratique méditative. Vous remarquerez ici deux régions en particulier, la région synesthésique primaire dans la région de la jambe et de la main, qui sont peut-être plus particulièrement intéressantes pour la pratique de la méditation zen, où souvent l'attention va être portée sur la position des mains, et donc peut-être qu'il y a une relation ici fonctionnelle entre l'objet de l'attention dans l'induction méditative. L'induction méditative, je pense. Et également au niveau des pieds, parce qu'il y a dans le contexte de la méditation zen aussi une pratique où les pratiquants vont tourner en rond, vont marcher,
Et la tâche dans ce cas-là est de porter attention à chaque contact de la peau du pied avec le sol. Donc il y a deux régions ici, évidemment c'est très spéculatif à ce stade-ci, mais deux régions du moins qui semblent être particulièrement importantes dans l'attention ou qui se trouvent être l'objet d'attention dans la pratique de la méditation. Évidemment aussi le cortex cingulé qu'on voyait associé à la moindre sensibilité à la douleur est également une région que l'on sait impliquée dans la régulation de l'attention, le monitoring dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc cette région-là présente aussi une corrélation positive avec le nombre d'heures ou d'années de pratique. On a examiné également l'autre variable, la variable absorption, sur la base d'un questionnaire ici. Et l'absorption, évidemment, on y trouvait un intérêt particulièrement pertinent à cause de la relation que l'absorption mentale a aussi également avec l'hypnose. Les sujets qui sont en général plus hypnotisables, entre guillemets, ou qui répondent mieux aux suggestions hypnotiques, rapportent sur ces échelles-là d'absorption mentale être plus facilement engagés, absorbés complètement dans leur expérience. Et on a trouvé chez les méditants zen qu'il y avait également, en fait, dans l'ensemble du groupe ici, qui inclut à la fois les méditants qui se retrouvent ici et les contrôles qui se retrouvent ici, donc une relation positive entre le niveau d'absorption rapporté sur l'échelle subjective, hein, c'est un questionnaire, et l'épaisseur corticale dans plusieurs régions du cortex, en particulier au niveau préfrontal et au niveau pariétal. Et ici, en fait, ces différentes corrélations, la corrélation du haut, c'est l'absorption, donc à l'extrême gauche et l'extrême droite, l'hémisphère gauche et droit du cerveau, avec des régions dont l'épaisseur est proportionnelle à l'échelle d'absorption, au score sur l'échelle d'absorption. Le deuxième, ici, montre des régions qui sont plus épaisses chez les méditants que les contrôles. Le troisième montre des régions dont l'épaisseur est corrélée chez les méditants au nombre d'années de pratique. Et vous voyez qu'il y a une relative correspondance un peu plus frappante ici dans l'hémisphère gauche, où les mêmes régions qui sont plus épaisses et corrélées à l'absorption sont également plus épaisses chez les méditants que les contrôles, plus épaisses en fonction du nombre d'années de méditation. Et finalement, le troisième graphe ici montre, c'est-à-dire la troisième coupe de cerveau, montre en jaune des régions qui s'amincissent dans une condition clinique. Donc, vous faites une prédiction maintenant dans une condition clinique, diminution d'épaisseur corticale en lien avec la notion d'absorption, et je vous le donne, c'est dans le trouble attentionnel. Donc, on trouve les mêmes régions ici au niveau frontal, impliquées dans la méditation et l'absorption, qui sont plus épaisses en lien avec l'absorption mentale et qui voient leur épaisseur diminuer dans un trouble bien connu, les déficits attentionnels. Donc, en fait, on a essayé de voir si nos interprétations en lien avec les fonctions exécutives attentionnelles avaient un retentissement clinique potentiel, et la correspondance était assez frappante, en tout cas suffisante pour qu'on essaie de soumettre ce papier-là pour publication. Donc, les méditants moins sensibles à la douleur, cortex plus épais dans certaines régions impliquées dans la douleur, corrélé à l'expérience de la méditation, corrélé à la sensibilité à la douleur qui est diminuée. Ils rapportent aussi être plus absorbés par leur expérience, donc un score auto-rapporté, cortex plus épais dans les régions associées à l'attention et aux processus exécutifs. Ici, vous voyez une possible dissonance dans le schéma interprétatif, hein, plus épais dans les régions associées au processus exécutif qui se voient suspendus pendant l'expérience de la douleur. Je vous laisse vous avez des idées pour essayer de réconcilier ces résultats-là qui sont apparemment un peu contradictoires. Donc, les mêmes régions plus minces se trouvent être plus minces dans les troubles de l'attention. Donc, évidemment, on pense qu'il y a peut-être un lien intéressant. Évidemment, attention, ce sont des résultats d'une étude transversale. On a comparé des sujets à un moment donné. C'est très difficile de faire une inférence sur la causalité. Néanmoins, la corrélation significative avec le nombre d'années de
nombre d'heures estimées de pratique, suggère qu'il y a un lien quand même potentiellement de causalité entre la pratique et les différences. Je vais conclure sur différentes observations sur la douleur chronique. C'est bon. Donc, évidemment, si vous travaillez dans un contexte de douleur chronique, vous savez qu'il y a toute une série de facteurs aggravants au minimum, voire peut-être prédisposants au développement de douleur chronique. La sévérité subjective. Si on veut prédire la persistance de la douleur à moyen ou long terme, il ne faut pas évaluer tant la condition objective médicale du patient, il faut lui demander la sévérité subjective de sa douleur. En fait, on peut même le faire de façon encore plus de façon prospective, avant même qu'un événement nociceptif survienne. Si on demande avant une opération, par exemple, la quantité de douleur attendue pendant et après l'opération, c'est un excellent prédicteur de la douleur que le patient va ressentir. Si on lui demande des mois avant quel est son niveau d'anxiété face à l'opération, cette anxiété-là, mesurée plusieurs mois avant l'opération, est un bon prédicteur de la douleur post-opératoire quelques semaines après l'opération. Non seulement la douleur post-opératoire, mais même certaines complications post-opératoires. Donc, l'état d'esprit et la sévérité subjective ou même anticipée de la douleur est certainement un prédicteur important de la douleur post-opératoire et vraisemblablement de la douleur chronique. Évidemment, vous connaissez aussi l'impact de l'anxiété, la peur, les dimensions aversives de l'expérience, le stress perçu, l'événement stressant concurrent, dépression, lassitude, fatigue, solitude, et stratégies cognitives mésadaptées, la fameuse dramatisation de la douleur, rumination, cognition passive, perception de soi, conviction que l'on est malade, en mauvaise santé, perception de sévérité de la maladie et des contraintes et handicaps associés. Donc, tous ces facteurs-là sont des prédicteurs de la douleur chronique. Ici, je vous montre une série de résultats sur les douleurs chroniques rapportés par Apkarian il y a quelques années. En fait, c'était 2010, c'est assez récent. Où donc, il montre que dans la douleur chronique, ici, lombaire, on trouve une diminution de l'épaisseur corticale. Ici, tous les résultats sont des diminutions de l'épaisseur corticale ou de densité de matière grise. Donc, diminution préfrontale dans la douleur chronique lombaire, fibromyalgie, diminution au niveau du cortex cingulé et des régions préfrontales, céphalie de tension, syndrome du côlon irritable. Donc, vous voyez différentes conditions cliniques qui semblent être accompagnées d'une modification de la morphologie du cerveau. Ici, dans l'étude sur les lombalgies chroniques, Apkarian a montré qu'à gauche, vous voyez les courbes d'âge qui reflètent la diminution de l'épaisseur corticale graduelle avec l'âge. Et vous voyez le déplacement de la courbe ici chez les patients avec douleur lombaire chronique. On voit un vieillissement prématuré du cortex cérébral, dans ce cas-ci, qui correspondait à peu près 10 ans de vieillissement prématuré. Donc, un douloureux chronique, avec une douleur lombaire ici, voit son cortex préfrontal s'amincir comme une personne qui aurait 10 ans de plus, mais sans douleur chronique. La bonne nouvelle, toute récente aussi, c'est publiée cette année par l'équipe de McGill, montre que, bon, je vous épargne les détails plus techniques, montre qu'en fait, cet amincissement-là associé à la douleur chronique peut être renversé par une intervention efficace. Dans ce cas-ci, l'intervention, c'était une chirurgie au niveau vertébral qui améliorait les patients. Donc, à 6 semaines et 6 mois, les patients s'amélioraient et l'amélioration ici s'accompagnait d'un rétablissement d'une épaisseur corticale normale dans les régions préfrontales. Donc, évidemment, on peut se demander est-ce que l'épaississement n'est pas simplement le résultat de la présence de la douleur chronique, et vraisemblablement, dans ces cas-ci, ça pourrait être une explication tout à fait plausible, c'est-à-dire que la présence de la douleur a un impact sur l'activité cérébrale, va produire à moyen terme une diminution de l'épaisseur corticale qui est réversible une fois que la douleur est traitée correctement. Dans la fibromyalgie, il est peu probable qu'on trouve une intervention chirurgicale efficace pour soulager la douleur.
la douleur est diffuse, vous savez. Donc, à moins qu'il y ait des développements au niveau de la recherche en physiologie qui démontre qu'il y a une région spécifique sur laquelle on peut intervenir au niveau du cerveau pour diminuer la douleur, il est vraisemblable que dans ce type de syndrome-là, on doit avoir une approche beaucoup plus intégrative qui va impliquer différentes interventions. Ce qui est particulièrement intéressant par rapport à nos données sur le zen, c'est que les régions où l'on voit une diminution de l'épaisseur ou de la densité corticale sont les mêmes régions où on voit une augmentation d'épaisseur associée à l'état de pleine conscience ou à la pratique de la méditation zen. Donc, vous voyez, le PHG, c'est la région parahippocampique, le cortex sanguin, encore une fois, le cortex de l'insula. Donc, vous voyez des régions ici qui diminuent en épaisseur ou en densité de matière grise dans la fibromyalgie. Donc, encore une fois, un parallèle peut-être intéressant à faire entre l'état fibromyalgique qui est peut-être l'anti-pleine conscience. Donc, douleur aiguë, douleur pathologique persistante, on connaît de mieux en mieux les phénomènes impliqués au niveau de la plasticité neuronale centrale qui pourraient expliquer ce passage-là de l'aigu au chronique. On sait par ailleurs que les facteurs psychologiques ont certainement un impact sur la douleur aiguë et au moins un impact momentané, voire persistant sur les douleurs pathologiques. Évidemment, la question qui se pose, c'est comment ces facteurs-là vont moduler les facteurs de plasticité qui amènent le développement de la douleur chronique. Et surtout, est-ce qu'on peut intervenir pour moduler, voire renverser ces phénomènes-là de plasticité au niveau du système nerveux central pour prévenir le développement de douleur chronique. Donc, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre ici que l'hypnose est une méthode valide de modulation de la douleur. Hein, c'est sans doute assez clair ici. On peut cibler les dimensions sensorielles ou affectives des expériences, que ceci va produire une modulation de l'activité cérébrale correspondante. Je ne sais pas si c'est moi qui... Donc, peut produire une modulation de l'activité cérébrale correspondante dans différentes régions du cerveau et produit aussi une modulation des réponses somatiques qui y sont associées. Les méditants zen expérimentés moins sensibles à la douleur, cette augmentation-là, c'est-à-dire que cette diminution-là de la sensibilité est paradoxalement accompagnée d'une augmentation des réponses dans certaines cibles corticales de la voie spinothalamo-corticale. Donc, on n'est pas du tout dans un modèle de filtrage ou de blocage de l'input sensoriel. Au contraire, on semble amplifier l'input sensoriel. On trouve par contre une réduction des activations préfrontales et de l'amygdale qui est congruente avec cette notion-là d'une absence d'évaluation, d'une absence de jugement porté sur l'expérience sensorielle. Et évidemment, d'une diminution de l'engagement mnésique émotionnel et des fonctions exécutives. Les méditants novices, par contre, et là je vous renvoie à l'étude de Zaidan et Cargill, présentent des bénéfices. Donc, sur le plan clinique, il y a un avantage, il y a un bénéfice sur le plan de la sensibilité à la douleur, qui reflèterait au moins en partie des mécanismes différents toutefois. Des mécanismes différents, mais qui nous renvoient essentiellement aux neurosciences cognitives de l'autorégulation. Donc, de l'autorégulation active, donc du filtrage actif par les processus exécutifs des activations liées à la douleur. Diminution de la sensibilité pourrait s'expliquer par les différences dans les circuits corticaux que l'on détecte en morphométrie. Et finalement, les corrélations avec l'expérience, donc bien que ce soit une étude transversale, on a certaines corrélations avec la quantité, l'investissement dans la pratique de méditation qui suggère effectivement qu'il y a ici un effet d'apprentissage. Et évidemment, vous voyez la pertinence pour le soulagement de la douleur chronique et peut-être sa prévention. Là aussi, vous voyez l'intérêt d'une étude prospective. Hein, il faudrait prendre un groupe qu'on va commencer à entraîner, pas 4 jours, mais 40 ans. Prendre un autre groupe contrôle, chez qui on va faire une autre pratique qui est similaire à certains égards, mais différente sur l'aspect pleine conscience. Et voir comment ces deux groupes-là vont évoluer dans le temps et si l'un ou l'autre a plus de risque de développer de la douleur chronique. Si vous connaissez une source de financement pour des études prospectives,
Et voilà, donc, les travaux sur la méditation, donc il faut absolument que je souligne et que je vous demande de suivre le travail de Joshua Grant, donc qui poursuit un postdoc maintenant, qui s'intéresse à l'aspect également méditation-compassion, donc qui amène ces questions-là dans le domaine social, dirons-nous, qui a eu la chance aussi qui aura la chance, je pense, de collaborer avec Mathieu Ricard, justement, dans le développement de différents protocoles où ils vont tester des méditants qui ont certainement autant, voire beaucoup plus d'expérience que ceux qu'on a testés à Montréal. Et donc, il poursuit cette recherche-là très activement. Et les collègues à Montréal, l'Université de Montréal et à McGill, et finalement Donald Price, qui en fait avec qui j'ai débuté les travaux il y a une quinzaine d'années sur la hypnose. Merci. Merci beaucoup. Une dizaine de minutes pour les questions. Et je vais poser tout de suite une question. Est-ce que cette plasticité neuronale que tu soulignes au niveau du cortex préfrontal, est-ce que c'est quelque chose qui signifie qu'on peut le généraliser à d'autres régions du cerveau et que effectivement cette plasticité peut entrer en jeu dans le principe de psychothérapie pour modifier donc des structures biologiques et modifier évidemment en retour des structures somatiques? Sans aucun doute, je pense que si la psychothérapie amène un changement qui va se répercuter au niveau des comportements, des habitudes de vie, c'est tout à fait plausible, voire à peu près certain, qu'il y aura des modifications au niveau de l'organisation des réseaux neuronaux. Est-ce que ceci sera suffisant pour produire des changements qu'on pourra détecter en morphométrie? Il faut voir. Ce qui est à peu près certain, c'est que dans le cas où la psychothérapie produit des changements majeurs, par exemple dans la douleur chronique ou dans la dépression, donc ou dans des états, des troubles anxieux, il est tout à fait vraisemblable qu'on obtienne des changements qui seraient tout à fait similaires. En fait, il faut voir. Ma prédiction est très simple. S'il y a une efficacité clinique démontrée sur le plan de la symptomatologie, il est tout à fait plausible, voire très probable qu'on obtienne des changements au niveau morphométrique. Et donc là, l'intérêt, pour moi, c'est de voir comment les changements spécifiques dans la symptomatologie s'accompagnent de changements plus ou moins spécifiques au niveau cérébral pour mieux comprendre justement la relation entre l'activité cérébrale et la symptomatologie. Alors, une question. Le micro. Je voulais vous poser des questions par rapport à la méditation, ça m'intéresse beaucoup. Je veux savoir s'il y a des études, par exemple, avec des gens qui ont des troubles chroniques, par exemple des migraineux, parce que j'ai découvert la méditation il y a un an tout à fait par hasard, sans aucune attente, et j'ai vu ma courbe de migraine au fil des mois décroître, passant de, je sais pas, de 12 crises à 4, 5 crises. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait des études là-dessus et qui expliquent, est-ce que c'est parce que mon cortex préfrontal s'épaissit ou qu'est-ce qui se passe? En fait, là, j'essaie de me rappeler des études cliniques. Je ne veux pas vous dire de bêtises, alors je vais vous dire, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain si il y a des études cliniques randomisées donc dans les règles de l'art sur les migraines spécifiquement en relation avec la méditation plus spécifiquement. Les modèles d'intervention mindfulness ont été appliqués aussi dans des contextes, je pense, de migraine, céphalie migraine. Et là, là aussi, je ne pourrais pas vous dire de mémoire les résultats spécifiques. Si je me fie à ce qu'il y avait comme résultat sur le plan de la douleur chronique, les résultats ne sont pas aussi spectaculaires que ce qu'on pourrait espérer. Mais évidemment, dans un essai clinique, c'est pas impossible qu'il y ait certains patients qui en bénéficient énormément et d'autres pas du tout, voire qui s'aggravent. Dans un essai clinique, on prend la moyenne et on la compare au groupe contrôle qui subit une intervention contrôle, placebo ou autre, mais dans un contexte d'intervention comportementale, psychologique ou comportementale, souvent on aura une autre intervention qui elle-même peut amener certains bénéfices, donc c'est très difficile
de voir dans certains cas s'il y a un bénéfice supplémentaire à la méditation en ce cas-là. Désolé, c'est pas très satisfait de ton réponse. Alors moi, je voulais poser une question assez générale. C'est que la question semble devenir comment est-ce qu'on peut dépasser l'autorégulation, c'est-à-dire si la méditation, il y a un seuil de différence entre 4 jours et 40 ans, et quand est le seuil intermédiaire? Quand on par le passage, je pratique aussi la méditation zen, donc ça me touche beaucoup tout ce que vous avez raconté. Mais la deuxième question que je veux poser, c'est est-ce qu'en transposant ça à l'hypnose, ça ne va pas tout doucement mettre l'accent sur le fait qu'on donne à nos patients des techniques auto-hypnotiques qui ne sont pas seulement un sous-produit d'hypnose, mais qui sont justement une manière peut-être de remuscler le cerveau à la manière dont vous le décrivez, pour simplifier. Pour simplifier. Est-ce qu'il y a une réponse courte? Il y a beaucoup de questions dans votre question. Bon, d'abord, le seuil, c'est un point auquel je peux répondre très spécifiquement avec vos données, parce qu'on a des gens qui avaient plus de 1000 heures, mais ça allait de 1000 à 50 000. Voilà. Ce qui se rapproche sans doute des méditants que Georges aura l'occasion de tester avec Patrick Clark. En fait, on trouvait une hyperalgésie chez certains pratiquants entre 1000 et 5000 heures. Alors, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura un seuil. Un autre phénomène intéressant, et Josh pratique la méditation me le faisait remarquer, la posture du lotus est aussi une posture douloureuse pour les jambes. Or, on testait nos sujets sur les jambes. Alors, il faudra voir si ça se généralise au reste du corps. Donc, en fait, là, je mets plein de bémols à mon message ici. La question plus importante, je crois, plus intéressante peut-être, c'est la question des fonctions exécutives. Est-ce qu'il faut entraîner nos fonctions exécutives pour mieux abandonner le contrôle exécutif? Je ne sais pas. Je pense quand même que le modèle qu'on appliquait dans l'hypnose suggestion, dans les premières études qu'on a fait, l'hypnose également suggestion ou imagerie mentale telle que Patrick Richard la pratiquait avec l'enfant qu'on a vu en anesthésie. Hein, c'est une hypnose suggestion où on amène la personne à imaginer différentes choses. Je pense que cette pratique-là est fondamentalement différente de l'hypnose perceptude que François Roustan décrit, qui, elle, je pense, se rapproche davantage de l'état pleine conscience, où on est disponible à l'expérience, sans nécessairement activer les fonctions exécutives d'autorégulation. L'autre élément, je pense, très important ici, par rapport aux fonctions exécutives, si on renverse maintenant le groupe cible et qu'on s'intéresse au contrôle, nos résultats suggèrent qu'en fait, les contrôles activent des régions préfrontales qui sont facilitatrices dans le processus douloureux. Donc, peut-être que finalement, la pleine conscience dans ce cas-ci ne fait que mettre en échec ou suspendre momentanément des processus exécutifs qui auraient un effet néfaste, qui auraient un effet d'amplification de la souffrance associée avec l'input nociceptif. Bon, une dernière question, et après, j'invite chacun d'entre vous à interviewer Pierre Verlu, va être obligé de se cacher. Voilà, parce qu'il faut qu'on se retrouve au restaurant. Je voulais savoir si une autre méthode de focalisation que la méditation, telle que la pratique d'un art, la musique, etc., prévient la diminution de la pression corticale. Est-ce qu'on a comparé les musiciens des gens de 70 ans, de 70 ans, musiciens versus non-musiciens? Il y a des études sur la musique en particulier qui montrent qu'effectivement, il y a des régions corticales qui se voient épaissies, en particulier dans une phase d'apprentissage très intense. Ce n'est pas nécessairement un effet qui va se généraliser à l'ensemble du cortex cérébral. Malheureusement, notre cerveau est dans un espace restreint et qui ne changera pas tout au cours de notre vie. Donc, on ne peut pas augmenter la taille de notre cortex cérébral comme ça de façon indéfinie. Donc, vraisemblablement, quand il y a une augmentation d'épaisseur quelque part, c'est compensé d'une certaine façon ailleurs dans le volume intracérébral, intracrânien. Mais donc, bon, par ailleurs, la réponse générale à ça, c'est oui, on sait très bien
que l'activité intellectuelle prévient les diminutions des fonctions cognitives et vraisemblablement diminuerait la rapidité avec laquelle le cortex cérébral s'amincit. Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la lecture de grands philosophes? Est-ce que c'est la participation à l'école de Bon, on va remercier chaleureusement. Pour ceux qui rejoignent le restaurant, vous avez